Alors vraiment, j'espère que tout le monde va bien comprendre ce que je veux expliquer par rapport à l'action du consentement, parce qu'on est dans une situation dans notre société qui est terrible, parce qu'on confond consentement sexuel et envie sexuelle. Alors, je vais faire 2 minutes de pédagogie, parce que si on comprend ça, on sauve notre société. Et là, vraiment, on va droit dans le mur, parce qu'on confond. Et ces féministes dont on parle, elles confondent consentement et envie sexuelle. Le consentement sexuel, ça se passe dans la tête. Ça veut dire qu'avec mon intelligence, ma volonté, je dis, je suis d'accord avec le type de relation qu'on va avoir ensemble. Ça demande d'avoir une certaine maturité, ça demande d'avoir une information, ça demande d'avoir son esprit lucide. Ça veut dire que l'usage de drogue, par exemple, ou d'alcool ne permet pas de pouvoir poser son consentement. Et donc, c'est vraiment une décision de ma raison et de ma volonté. L'envie sexuelle, ce n'est pas la même chose. L'envie sexuelle, ça se passe dans le corps. C'est que je ressens dans mon corps l'envie d'avoir une relation sexuelle. Ça veut dire que je ressens très concrètement de l'excitation sexuelle. Pour un homme, l'érection. Une femme, elle est mouillée. Et donc, on voit bien dans son corps qu'il est disposé à l'acte sexuel. La grande complexité dans la sexualité humaine, c'est que parfois, on peut être consentant et ne pas ressentir dans son corps d'envie sexuelle. Mais parfois aussi, on peut ressentir de l'envie sexuelle alors qu'on n'est pas consentant. Voilà pourquoi c'est extrêmement complexe et qu'il faut bien distinguer les deux. Je prends par exemple un enfant. Un enfant à qui qu'on expose à des images pornographiques. Il va ressentir instantanément de l'excitation sexuelle. Cet enfant, ce n'est pas parce qu'il ressent de l'excitation sexuelle qu'il était consentant pour voir ces images à caractère pornographique. D'ailleurs, du point de vue de la loi, il ne pouvait pas exprimer son consentement puisqu'il y avait en dessous de 15 ans, et même du point de vue de la loi par rapport à la pornographie, c'est en dessous de 18 ans. Ça veut dire qu'il pourrait dire « mais moi j'ai envie de regarder ces images » parce qu'il ressent dans son corps une excitation agréable, mais il n'est pas en mesure de poser son consentement. C'est le livre de Vanessa Springora qui est édifiant à ce sujet, qui explique qu'elle avait d'une certaine façon envie de vivre cette relation, mais elle n'était pas en mesure de poser son consentement. Donc c'est important de bien distinguer les deux. Pourquoi ? Parce que les victimes d'abus sexuels se sentent souvent coupables et donc s'enferment dans cette culpabilité, s'enferment dans le silence, parce qu'ils ont pu ressentir parfois de l'excitation sexuelle ou du plaisir sexuel alors qu'ils n'étaient pas consentants. Et comme on confond les deux, ils disent si j'ai ressenti l'excitation sexuelle ou du plaisir, ça veut dire que j'étais d'accord. Non, il peut y avoir une vraie dissociation. Combien de jeunes, après avoir donné cette conférence dans les lycées, reviennent vers moi en pleurs en disant « je comprends que j'ai été abusée sexuellement », des jeunes garçons par exemple, parce qu'on croit toujours que l'abus sexuel c'est une histoire de femmes. Eh bien non, un garçon peut avoir une réaction sexuelle qui ne signifie pas qu'il est consentant, donc je tiens à préciser qu'il y a une distinction. Mais de la même façon, parfois on peut être consentant, moi mon cabinet est plein à craquer, de couples qui viennent, de femmes qui me disent « mais moi j'aime mon mari, je le trouve merveilleux », d'hommes qui disent « j'aime ma femme, je la trouve merveilleuse », mais on n'a pas d'envie sexuelle. Donc ils sont consentants l'un et l'autre pour vivre une belle aventure sexuelle, mais ils ne ressentent pas dans les corps. Et donc, voilà cette différence. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'autant le consentement est absolument nécessaire dans les relations humaines, les consentements sexuels, autant parfois l'envie, l'envie, on peut la susciter, on peut l'éveiller par un peu de créativité, par de l'imagination, par de l'érotisme, etc., pour réveiller l'envie quand elle n'est plus là. Et donc voilà en tout cas une différence qui est très importante à comprendre. Et j'ai été là il y a quelques jours sujette d'un bad buzz, mais immense de la part de mouvements féministes qui se battent dans la rue contre les agressions sexuelles, parce que je parlais du fait que parfois on n'a pas envie sexuellement, mais on peut quand même prendre des rendez-vous avec son homme, avec sa femme, pour pouvoir de la connexion sexuelle, et on m'a désignée comme prônant le viol conjugal. Et ça, c'est typiquement parce qu'il y a une confusion entre envie sexuelle et consentement. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi dans la disparition des relations sexuelles au sein des couples, c'est parce que les gens vont dire « mais je vois tout le temps en consultation, moi c'est tous les jours que je le vois ». Les gens viennent me voir dire « j'ai pas d'envie ». Et alors du coup, j'ai pas d'envie, je vais quand même pas forcer si j'ai pas envie. Donc derrière, il y a l'idée que je vais pas poser un acte où je ne serai pas consentant. Mais si tu te dis qu'il faut avoir l'envie pour avoir une relation sexuelle, franchement, ça dure quelques semaines quand tu rencontres un homme ou une femme, tu es un petit peu émoustillé par là, mais après, tu as vite fait le tour, il y a les enfants qui sont là, il y a le stress du travail, il y a différentes difficultés qui font que parfois on ne ressent pas dans son corps l'envie. Et puis pour que les deux aient envie au même moment, franchement, ça devient compliqué au bout de un certain nombre de temps, de mois. Et donc les gens
crois que quand on ne ressent pas l'envie au moment, il ne faut pas avoir de relation sexuelle. Et moi, en tant que sexologue, je vous dis, si vous voulez avoir une connexion sexuelle qui dure, qui soit heureuse, qui soit épanouissante, le secret des couples heureux sexuellement, c'est qu'ils prennent un temps régulier pour se faire du bien dans les corps, pour éveiller le désir. Et ce n'est pas une histoire de viol conjugal, ce n'est pas une histoire d'agression, c'est simplement de se dire que la sexualité mérite aussi d'être enrichie et de prendre du temps aussi l'un avec l'autre. Mais oui, cette confusion-là, elle fait des dégâts dans notre société. Et c'est pour ça que tout le monde est là avec son truc envie ou consentement, et on a des histoires complètement incroyables de filles qui disent j'étais consentante 1 heure avant et puis je l'étais plus 1 heure après. Il y a de quoi s'y perdre. Hein. Et moi, je pense beaucoup aux hommes. Je dis, je ne sais pas comment vous faites. Je suis moi-même maman de 2 garçons. Et je me dis parfois, mais waouh, comment vont faire mes garçons pour vivre dans ce climat-là? On va en parler du malaise de la masculinité, mais je voudrais qu'on parle plutôt de la question du couple. On a un peu évoqué, mais du couple hétérosexuel qui est mis en procès aujourd'hui. Oui. On se souvient du livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour, où elle dit que le couple hétérosexuel est structuré de telle façon que finalement les femmes sont dominées par les hommes. Donc, cette question, cette espèce de suspicion d'un rapport de pouvoir à l'intérieur du couple, qui est effectivement apporté par un certain néo-féminisme. Vous érigez contre ça, Noémie Alua. Pour vous, il n'y a pas forcément de domination à l'intérieur d'un couple? Oui, c'est cette idée de politisation de l'intime. Quelque part, le couple hétérosexuel serait une sorte de cellule fasciste avec un dominant, un dominé. Et donc, l'ultime libération, ce serait de se libérer de ça, se libérer de l'amour. Donc, évidemment, elle appelle ça réinventer l'amour. Comme beaucoup de néo-féministes, d'ailleurs, qui s'intéressent à cette question, il s'agit toujours de réinventer l'amour. Mais je ne vois pas comment un amour peut être égalitaire à partir du moment... Enfin, peut être construit comme ça sur cette idée de absolument domination. Elle vous explique que nos représentations romantiques sont des représentations de domination de la femme. Les femmes sont toujours dominées dans nos représentations romantiques et donc il faut s'en libérer, il faut se libérer de cette vision de l'amour. Évidemment, c'est une vision extrêmement politique, c'est une vision qui ne prend pas en compte la diversité des couples, la diversité des histoires, la diversité des différentes histoires d'amour, si vous voulez, et surtout qui systématiquement considère que la femme est une victime et l'homme un bourreau. Et donc, on ne prend pas en compte la souffrance des hommes aussi en amour, qui est immense. Je rappelle que dans 75% des divorces, c'est les femmes qui les demandent. Je rappelle aussi que les hommes souffrent beaucoup. Vous en parliez d'ailleurs dans certains de vos ouvrages, vous en avez vu. Il y a de la vulnérabilité des hommes en amour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le nier, ça? Et aussi, les femmes sont toutes puissantes. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de lieu dans la relation où les femmes sont aussi puissantes que dans la relation amoureuse, si vous voulez. Donc, cette vision extrêmement binaire de la relation amoureuse, cette vision qui conçoit le couple hétérosexuel comme un système de domination, cette vision très politique finalement, très sociologique du couple entre l'homme et la femme est extrêmement dangereuse parce qu'elle oppose encore une fois les hommes et les femmes et elle prépare la division, le clivage des sexes et peut-être la fin de l'amour qu'on n'espère pas bien sûr. Thérèse Argot, est-ce que vous retrouvez vous dans vos consultations ce rapport de domination à l'intérieur du couple ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ou est-ce qu'il y a toujours un dominant, un dominé? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces discours imprègnent considérablement la sphère de l'intime. Je pense par exemple à celui sur la charge mentale. Hein. On voit les couples qui arrivent et qui font des petits comptes d'apothicaire. Tu t'es occupé des enfants à ce moment-là, puis moi, t'as pu travailler, puis hop, on essaie de voir un petit peu qui c'est qui a eu plus de charge que l'autre, et puis cette charge mentale qui revient en permanence, comme expliquant à quel point tout est compliqué, mais la charge mentale est en fait un lieu justement de pouvoir, en disant mais l'homme va me déléguer toute la responsabilité, ça va m'écraser, et donc on voit en fait cette espèce de rapport de force au sein du couple, au sujet par exemple de l'organisation familiale, de la logistique. Il y a moyen de vivre autrement cette organisation que comme un rapport de force, et on peut aussi le vivre dans une vraie collaboration, de par exemple valoriser aussi ce que l'un et l'autre apportent à la relation. Mais ici, on a l'impression que les femmes arrivent dans le couple avec cette méfiance de « il ne faut surtout pas que je me fasse dominer par mon mari ». Et dès lors qu'elles arrivent avec la méfiance, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de dialogue. Et donc, on voit ces petites guerres internes et qui rejaillissent directement, évidemment, sur l'intimité sexuelle. Donc oui, c'est un vrai sujet.